Vous pouvez vous demander, effectivement, après trois exposés aussi concis, brillants et clairs, ce que je vais pouvoir ajouter, moi aussi, je vous rassure. Euh, mais je vais faire un peu de travaux pratiques. Et malheureusement, enfin malheureusement, c'est ainsi, je vais nous ramener vers l'Ukraine parce que c'est quand même le conflit qui marque ce début du XXIe siècle. On ne l'attendait pas, on n'a pas voulu, bon, peu importe. Allez, on ne va pas gloser sur ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on n'a pas fait. Il est là, ce conflit, et je vais me projeter, essayer de me projeter dans l'avenir, une sorte de prospective, c'est assez hasardeux, vous allez me dire, mais il faut bien qu'on le fasse quand même, cet exercice de vérité. Donc partons du principe que de l'espoir que l'Ukraine va demeurer un pays souverain dans ses frontières et avec tous les atouts de sa souveraineté, ce qui n'était pas évident il y a encore 9 mois. Partons du principe que les armes finiront par se taire d'une manière ou d'une autre et qu'on arrivera à un cessez-le-feu et à des négociations. Je ne sais pas quand, je ne le prédirai pas, certainement pas à court terme. Et pour moi, en tout cas, il est clair qu'une des questions centrales de ces négociations, quelle que soit leur forme, et quelle que soit la frontière future de cette Ukraine, qu'on souhaite évidemment la plus large possible, se rapprocher des frontières initiales, selon le droit et selon le fondement et la légitimité des Ukrainiens à demander cet espace vital. La question centrale qui se posera, c'est quelles sont les garanties de sécurité que les Ukrainiens seront légitimement en droit d'attendre. Et d'attendre de qui? De nous. On ne va pas rejouer le scénario des accords, des agreements de Budapest. Dénucléarisation de l'Ukraine versus pacte de non-agression co-signé par la Russie d'un côté, les États-Unis. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Et il n'y a pas de raison que ça marche dans l'avenir. Que ce soit Poutine ou son successeur pourra très bien marcher sur un document de cette nature. Et les Ukrainiens le savent pertinemment. Deuxième élément, je dirais, les Nations Unies. Non, les Nations Unies, ça ne marche pas non plus à partir du moment où la Russie, membre fondateur, membre du Conseil permanent de sécurité, marche elle-même, s'assoit sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. On voit bien qu'il y a quelque chose de cassé là. Alors, troisièmement, évidemment, il y a l'équation européenne. Et ça peut sembler intéressant parce que c'est peut-être plus acceptable par M. Poutine. Ça reste à démontrer. Mais et là, on en arrive, et je rebondis aussi sur ce fameux article 42.7. Quelle crédibilité les Ukrainiens peuvent-ils attacher à cet article 42.7, alors même que deux membres éminents de l'Europe, donc couverts par cet article 42.7, j'entends la Suède et la Finlande, n'ont que de cesse, ce que j'avais un peu prévu quand j'étais à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN par ailleurs, n'ont de cesse que de rejoindre l'OTAN. On avait tout fait pour les préparer et je peux vous dire qu'ils sont prêts, si tout se passe bien, y compris du côté d'Ankara. Mais peu importe. Comment expliquer ça aux Ukrainiens? Je pense que ça n'a pas... On n'est pas assez robuste. Et c'est un peu ce qui a été esquissé par monsieur le député en particulier. Donc, vous conviendrez avec moi que le dernier élément dans ces garanties de sécurité, c'est forcément l'alliance qui a été conçue comme une alliance de protection, une alliance défensive, une alliance de défense collective, c'est l'OTAN. Alors évidemment, ça ne plaira pas à certains, y compris en France, ça ne plaira pas pour sûr à M. Poutine, puisqu'il obtiendrait ainsi l'inverse de ce qu'il recherchait, enfin en gros, au moins de l'alibi qu'il avait trouvé pour attaquer l'Ukraine. J'espère que chacun se rend compte que c'était un alibi. Cette idée, cette présentation de l'OTAN envahissant l'espace. Bien. Donc, l'OTAN. Voilà, c'est toute la question. Pourquoi l'OTAN? Parce que, on l'a dit, c'est une alliance crédible depuis 1949 qui s'est concentrée, et
J'ai essayé modestement en 2014, lorsque la Crimée a été envahie, etc., de pousser pour qu'elle retrouve sa vocation initiale, c'est-à-dire la défense collective. C'était un petit peu égaré, cette alliance, parce que voilà, les tribulations de l'histoire l'avaient amené à aller en Afghanistan et ailleurs. Bon, c'était pas, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais elle avait un petit peu oublié quelle était sa mission, sa vocation initiale, faute peut-être d'identifier les risques et les menaces, qui étaient celles de cette défense collective. Alors, cette défense collective, évidemment, il faut la préparer, et c'est l'objet de la transformation de l'OTAN que j'ai dirigée. Et en tenant ce poste émérite, d'abord, primo, j'étais très fier d'être un Français et un Européen à la tête d'un commandement de l'OTAN. C'était la première fois, enfin, j'étais le second en fait, mais qu'un Européen tenait un poste aussi éminent, puisqu'il y a deux commandeurs suprêmes dans l'OTAN, un qui s'occupe des opérations et qui est en Europe, qui a toujours été américain depuis Eisenhower, et un deuxième qui s'occupe donc de la préparation de l'avenir, et qui maintenant est un Français depuis 5 tours, si je puis dire, 5 tours de 3 ans. Et là, j'ai découvert qu'un premier élément, les Américains, finalement, l'OTAN, c'est quelque chose dont ils ont un peu de mal non pas à assimiler, mais à travailler. Il n'y a pas beaucoup d'Américains, vous ne trouvez pas beaucoup d'Américains qui sont vraiment intéressés par l'OTAN aux États-Unis, premier élément. Et donc, il y a ce mythe, quelque part. Bon, ils font partie de l'Alliance, mais ils préfèrent traiter en bilatéral. Vous savez, ça c'est clair, c'est le deal. On l'a vu avec Trump, c'était manifeste, mais même avec Obama, on voit bien que ce multilatéralisme, ce principe de consensus de 30 pays aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Donc ça m'amène à une première conclusion, c'est que sur ces 30 pays, il y en a aujourd'hui 21 qui appartiennent à l'Union européenne. C'est une majorité écrasante. Demain, si la Suède et la Finlande rejoignent, ce que je souhaite bien sûr, ça fera 23 sur 32, si je compte bien, ça ne fera que renforcer la présence européenne. Donc les Européens ont toute leur place à jouer au sein de l'Alliance. Deuxième élément, il y a une dimension qui échappe un tout petit peu, peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on en parle plus, c'est que cette alliance, elle a une composante nucléaire. Et ça, dans l'équation, et s'il y a un domaine où les Américains sont attachés à l'Alliance, et ça je l'ai non seulement découvert, mais bien perçu au sein même de l'Alliance, puisque moi j'étais assis à cette table du Nuclear Planning Group, là où la France n'est pas, parce qu'elle a décidé de ne pas pouvoir laisser penser que sa souveraineté en la matière pouvait être mise en cause, donc c'est une question politique. Mais ayant assisté à ces réunions de ce Nuclear Planning Group et connaissant quand même d'assez près la dissuasion nationale, je me suis dit que là, les Américains avaient effectivement un poids lourd, dominant, central, et que c'était ça la véritable attache profonde des États-Unis à l'Europe, c'est ce fait qu'ils la tiennent dans ses mains au travers de cette capacité nucléaire. Quelle qu'elle soit, on pourrait en discuter longuement, et peut-être qu'on rentrera dans les détails. Mais il y a aussi des problèmes de confidentialité qui m'amèneront à ne pas pouvoir forcément répondre à toutes les questions. N'empêche que si vous lisez la presse ouverte, vous trouverez de quoi il s'agit, des bombardiers mis en œuvre par des Européens qui larguent des bombes américaines sous le principe d'une double clé. D'un côté, le contrôle du président américain, qui est évidemment la clé la plus grosse, et de l'autre côté, le contrôle du Conseil de l'Atlantique Nord, qui est une clé indispensable, mais un tout petit peu plus petite. Donc, partant de là, évidemment, on comprend pourquoi les Ukrainiens, naturellement, comme l'ont fait d'ailleurs par le passé les anciens pays du pacte de Varsovie, se tourneront vers l'OTAN pour assurer globalement leur sécurité. Et Dieu sait si les pays baltes, pour ne prendre qu'eux, sont heureux, je dirais, sont satisfaits de cette situation aujourd'hui, alors que le souffle chaud de l'ours russe souffle à leurs frontières. Combien les Finlandais le seront aussi quand ils auront rejoint l'OTAN, parce qu'ils s'inquiètent. C'est incontestable que tous ces pays-là, ils sont nombreux au sein de l'Union européenne, sentent bien que la garantie ultime de sécurité aujourd'hui, c'est l'OTAN, mais que d'un autre côté, leur prospérité, ils veulent la jouer au sein de l'Union européenne, parce qu'évidemment, on ne parle pas de la même chose.
L'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez parfaitement compris. Le périmètre, la vocation, la mission sont totalement différents. Il faudrait comparer l'OTAN avec la politique de sécurité et de défense commune. Ça a un sens. Bien. Donc, partons de là. Vous dites, finalement, l'article 42.7, est-ce qu'il faut le déchirer, quoi? Oublions-le. Non, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je dis qu'au contraire, s'il a été écrit et co-signé, et ça, c'était quand même une sacrée performance, finalement. Est-ce qu'on s'y attendait? Pas vraiment, à Lisbonne. C'était la démonstration d'une ambition, d'une volonté, et gardons-la précieusement, même si on n'est pas capable d'y répondre aujourd'hui. Et pourquoi il faut la garder? Primo, les enjeux stratégiques. Certains ont été évoqués. Moi, j'y ajouterais quand même cette course à la puissance. Aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, je me posais la question, mais pourquoi toutes ces grandes puissances sont en train de se réarmer? Qu'est-ce qui se passe dans le monde qui les pousse à se réarmer? On commence à en voir la manifestation. Pourquoi ils se réarment? Parce que voilà, il y a cette confrontation qui est, comment dirais-je, la peine qui pèse sur notre monde en permanence. Et c'est ainsi que le monde avance. C'est ainsi que le monde vit. Et il faut vivre avec. Et quand vous voyez aujourd'hui cette course aux armements, et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je disais encore hier, c'est pas du tout... Je prends un cas particulier, n'en tirer aucune conclusion, mais l'Algérie qui va doubler son budget de défense, et ça c'est une manifestation, mais évidemment, autour du monde, on pourrait parler très longuement de la Chine, on pourrait parler de l'Inde, on pourrait parler de n'importe quel pays. Vous voyez, donc on est parti dans cette course vertigineuse en avant. En Europe, on parle des 100 milliards allemands. On pourra en reparler si vous le voulez pour voir un peu ce que nous pouvons faire ou ce qu'ils peuvent en faire. Mais donc, premier élément, une course aux puissances. Le choc, évidemment, sino-américain, qui est le marquant stratégique de ce 21e siècle. La Russie, bien entendu, est là, mais ce n'est pas vraiment le sujet des Américains. Je suis totalement d'accord avec ça. Et puis, troisièmement, regardons plus près de chez nous, les enjeux en Méditerranée. Oui, il y a un grand pays, effectivement, qui appartient à l'OTAN, la Turquie, pour la citer très clairement. Est-ce que nous partageons pleinement les intérêts aujourd'hui en Méditerranée? Et il n'y a que dans un certain équilibre à établir, équilibre que l'Union européenne doit garantir, que nous pourrons avoir un dialogue équilibré avec la Turquie. Ça, j'en suis intimement. Et ce n'est pas au sein de l'OTAN. Bien sûr que ce n'est pas possible au sein de l'OTAN. Au sein de l'OTAN, la Turquie est un allié turbulent, mais indispensable. Où vous voulez qu'on aille avec ça? Vous voyez ce qui se passe en ce moment entre la Turquie et les États-Unis? Est-ce que les États-Unis font plus la Turquie? Pas vraiment. Erdogan s'est placé au centre du jeu, en Ukraine, dans le nord, en Libye, en Méditerranée. Et ça va, si on y prend garde, ça va poser un vrai problème d'équilibre stratégique. Et là, l'Union européenne devra parler d'une voix unique et montrer sa puissance. Raison de plus pour garder cet article 42.7, même si on n'est pas complètement capable de le satisfaire. En résumé, pour pas être long, quel est le chemin finalement pour l'Europe? D'abord, assumer en fait sa puissance. Elle a une puissance, au sein de l'OTAN, je l'ai constaté, elle a une puissance normative. L'OTAN, c'est une garantie quelque part d'interopérabilité. Donc soit vous restez sur votre siège, vous attendez que Deus ex machina, les Américains sortent des standards, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, au rythme des technologies numériques et de l'évolution et de l'accélération. Et puis vous vous dites, maintenant, il n'y a plus qu'à les appliquer. Alors, en gros, c'est ce qui se passe dans le monde des communications, etc. Soit vous vous dites, non, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on veut participer à cette définition de ce que seront les capacités futures, de la technologie qui les sous-tend et des standards que cela va entraîner. Et ce faisant, on a des boîtes comme Thales, pour ne pas la citer, qui gagnent des contrats à l'OTAN. Pas parce qu'ils ont les compétences, ils comprennent les sujets et ils apportent des réponses qui sont acceptables. Et la preuve, ils ont gagné des grands contrats, en particulier pour les spécialistes sur le cloud de l'OTAN. C'est pas neutre.
C'est des domaines qui sont importants pour l'OTAN, qui est une organisation permanente, qui doit être présente et pouvoir répondre instantanément, et donc utiliser au mieux toutes ces technologies pour assurer le commandement, le contrôle et la meilleure utilisation possible des forces. Et deuxième et dernier élément, c'est que l'Europe, ça a déjà été aussi dit ou esquissé, moi je crois qu'elle a les outils, et il faut qu'elle continue à se doter de tous les outils d'une vraie puissance. Alors certains diront, oui voilà, ça y est, on y est, vous voulez cantonner l'Europe dans son rôle de soft power. Non, on n'est plus à l'ère du soft ou du hard power, il y a un mélange des deux. Quand vous voyez la politique de désinformation, quand vous voyez la politique d'influence, elle est dramatique pour les démocraties. Elle peut être dramatique parce que les démocraties ont du mal à réagir à ça. Et c'est très important que l'Europe puisse s'en saisir, parce que l'OTAN, ce n'est pas sa tasse de thé, ce n'est pas sa vocation. Et l'OTAN n'est pas bien armée pour ça, et parce qu'elle est trop diverse également. Il n'y a pas cette unité de culture qu'on retrouve au sein de l'Union européenne. Et puis, c'est vrai, dans des domaines comme la cybersécurité, j'arrête, et la numérisation, et je pourrais aller beaucoup plus loin. Donc moi, ce pourquoi je milite, c'est une combinaison au mieux de ce qu'on peut faire entre du hard power, du soft power, ce que j'appellerais le smart power en bon anglais.